Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je vous le rappelle chaque semaine, veut simplement dire davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme, au même titre qu'un homme, doit être considérée comme un individu à part entière. Alors ce soir, nous allons parler d'histoire et de littérature, et de la place des femmes, ou plutôt leur réhabilitation dans l'histoire, telle qu'elle devrait être enseignée pour une meilleure éducation et surtout plus de reconnaissance. Je reçois pour en parler Madame Mouna Hachim, journaliste, chercheuse et femme de lettres marocaine, titulaire d'un DE en littérature comparée de l'Université de Casablanca. Mouna Hachim, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes là donc pour parler donc de vous, de votre travail. Je sais que vous êtes non pas une historienne, mais vous êtes une passionnée d'histoire. Vous êtes aussi amoureuse de l'écriture et de la lecture et aussi très très attachée à votre solitude. Tout à fait. Alors, pouvez-vous me raconter pourquoi tout ça et quel est un petit peu le lien entre tout ça, entre l'écriture, la lecture, l'histoire, la solitude? La solitude, au fait, je m'entends bien avec moi-même. Ça, c'est bien. Et la solitude, c'est un trait disons, de ma personnalité depuis mon jeune âge. Un grand amour aussi pour la nature, depuis des souvenirs d'enfance comme ça qui me reviennent chez ma grand-mère à la campagne ou dans la maison de mes parents à la plage qui était à 2 pas, dans ma chambre de jeune fille avec les livres et la musique. Au fond, autant de moments, disons, qui sont propices à la méditation, à la rêverie, à la lecture, à l'écriture. Et puis, bon, il y a eu un intermède professionnel parce que je suis littéraire de formation, je suis, de par mes études, et puis journaliste de métier. Et ensuite, au fait, je suis revenue à cette solitude qui accompagne au fait l'écriture parce que c'est, comment dire, une forme d'ascèse, une discipline qui impose beaucoup de rigueur. Alors, discipline et liberté aussi, parce que c'est un peu... Il faut être aussi très discipliné pour télétravailler, chose que vous faites depuis de nombreuses années. Exactement, ça impose beaucoup de rigueur, parce que c'est pas parce que je travaille à la maison que je vais recevoir du monde ou que je vais me payer une grasse matinée ou que c'est énormément de travail depuis le saut du lit. À la limite, on gagne beaucoup de temps en fonctionnant comme ça parce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie à sortir à l'extérieur et autres. Et puis, comme vous le savez, l'écriture et la recherche, ça impose, non, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas être en même temps dans l'écriture et dans la recherche de fond et en même temps courir les événements mondains. Ce qui n'exclut pas de toute façon la sociabilité, hein, mais juste avec le bon dosage qu'il faut pour ne pas se perdre totalement. Et alors pourquoi l'histoire? Qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire? J'ai toujours aimé l'histoire, je ne saurais l'expliquer. Moi, je pense très souvent à cet univers de mes grands-mères qui revient très souvent parce que c'est des femmes totalement plongée au fait dans cet univers qui était celui de nos grands-mères de ces générations-là, qui est baigné par l'oralité. Et puis j'ai grandi un petit peu avec ça, avec beaucoup de contes, beaucoup de légendes. Donc c'est les petites histoires qui font la grande histoire. Exact, c'est exactement ça. Et puis j'ai beaucoup lu aussi. Franchement, on a parlé de solitude au début, j'ai toujours adoré lire. Donc la lecture m'a accompagnée aussi depuis le jeune âge. Et puis tout ça, ça fait des connexions. Je ne sais pas comment l'expliquer au juste. C'était l'amour de l'histoire de manière générale, l'histoire du monde. Et puis l'histoire du Maroc est venue progressivement, un petit peu sur le tard, mais elle s'est imposée après sur tout le reste. Alors journaliste, mais très vite vous avez publié votre premier roman en 2004, Les enfants de la Chaouia, qui est une saga familiale étendue sur 3 générations, envisagée comme un microcosme de la société marocaine en plein bouleversement depuis le début du XXe siècle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une part d'autobiographie? Parce que je sais que je me rappelle d'un passage justement où la jeune femme qui fait partie de 5 sœurs, je crois, le papa décède et donc là, il y a problème d'abord de pouvoir accompagner le deuil jusqu'à la fin, donc pouvoir aller enterrer son papa.
Puis ensuite, bien sûr, le problème de l'héritage est assez, mais tout ce qu'on connaît. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Bien Est-ce sûr. que vous avez traversé une période assez difficile, vous aussi? Oui, oui, bien sûr, clairement. De toute façon, on dit qu'on n'échappe pas à son vécu dans un premier roman. Mais au fait, l'objectif n'était pas vraiment de me raconter et encore moins de régler des comptes parce que franchement, il y aurait eu de quoi. Mais depuis le temps et avec l'âge, j'ai appris aussi à pardonner, j'ai appris à avancer, à prendre du recul et puis essayer de comprendre aussi les choses et en situant chaque chose dans son contexte. Et effectivement, l'histoire démarre avec la mort du père, qui est âgé de 43 ans, jusque-là en parfaite santé, qui meurt d'un infarctus et qui laisse derrière lui une femme épousée par amour qui a 39 ans et 5 filles, dont l'aînée a 21 ans, c'est-à-dire mon âge à cette époque-là, quand les faits se sont déroulés, et la plus jeune a moins de 10 ans, et qui se retrouve balancée alors qu'elles ont vécu dans un environnement baigné par la tendresse, l'amour, la cohésion, et puis la sécurité, la stabilité aussi financière et affective, et qui se retrouvent du jour au lendemain confrontées à des histoires kafkaïennes. Réalité juridique marocaine, tout simplement aussi. Exactement, liées à l'héritage, parce que ce ne sont que des filles. Et donc forcément, il y a de quoi se révolter. À mon âge, quand c'est arrivé à 21 ans, un peu plus tard aussi. Et puis il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. J'ai parlé du monde rural, et d'ailleurs les enfants de la Chaouia, c'est pas pour rien, ou les dates Chaouia, c'est aussi cette évocation du monde rural qui me tient particulièrement à cœur. Cette ruralité aussi qui est menacée par une ville qui étend ses tentacules de manière sauvage et anarchique, non seulement sur les terres agricoles et la terre nourricière, mais aussi sur la culture et sur l'histoire et sur la mémoire de la ruralité. Donc il y a du tragique, effectivement, il y a des drames individuels, mais au-delà de ça, il y a des réflexions plus globales sur la société, et il y a aussi beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et un peu d'humour aussi. Moi, j'entends bien. En tout cas, donc après cela, en 2007, vous avez publié un travail d'érudition, donc le dictionnaire des noms de famille du Maroc, dont une édition a été revue et augmentée en 2012. Alors, quel était le but? Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu attaqué? Parce que là, j'imagine que certains ont dû vous dire pourquoi mon nom ne figure pas, pourquoi le mien figure, c'est ceci, c'est cela. Et qu'est-ce que ça apporte finalement, ces noms de famille, à la grande histoire du Maroc? Ah, ça apporte énormément de choses. Moi, évidemment, je ne fais pas que des cantons, non seulement certains de ceux dont le nom ne figure pas, mais aussi des personnes qui ont tellement cultivé de mythologie familiale et d'autoglorification qu'elles s'attendaient aussi à une espèce de livre comme ça qui va dans le sens du poil, alors qu'au fait, c'est un ouvrage qui m'a pris entre la première et la deuxième édition 9 ans de travail en tout, qui est basé sur des documentations multiformes, principalement en arabe, mais aussi en français. Et donc l'objectif n'était pas de raconter, bon, et bien évidemment je retiens moi qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont énormément apprécié, parce que j'ai eu des retours extrêmement favorables, et encore aujourd'hui il y a une très forte demande parce que le livre est épuisé depuis, et je travaille sur une troisième édition. Et justement la portée de ce livre, c'est au-delà des égos personnels, de personnalités citées ou non citées, ou de personnalités ou de familles qui sont mentionnées ou pas. Au-delà de ça, c'est justement, comme vous avez dit, les petites histoires qui font la grande histoire du Maroc, parce que là, c'est l'histoire du Maroc qui est envisagée sous un autre prisme. Imaginez, vous avez un livre où il y a plus de 1700 entrées dans le dictionnaire, avec beaucoup de variantes aussi dans le livre, de toute origine, du nord au sud du pays, toutes les compositions ethniques, différentes confessions aussi, parce qu'évidemment, il y a confession judaïque et musulmane qui est représentée, mais historiquement, il y a aussi beaucoup d'Européens, il y a donc beaucoup de chrétiens. Voilà, et tout se croise, et ça fait des brassages incroyables. Et donc, du coup, c'est-à-dire mon travail est élaboré, abstraction faite, du statut social ou économique ou du poids de la famille, parce qu'il se trouve qu'il y a des familles qui pèsent, disons, un poids politiquement ou économiquement, et qui ne sont pas représentées dans le livre parce que peut-être qu'elles portent un nom. Un autre nom. Voilà, qui a été créé avec l'état civil obligatoire, ou peut-être que moi, je n'ai pas trouvé assez d'éléments dignes d'être un travail qui reste de toutes les façons un petit peu, on va dire, subjectif, même s'il est basé sur
sur des faits historiques, non. Il y a un choix à un moment à faire. Mais oui, c'est clair. Donc, c'est des noms qui racontent des histoires, abstraction faite justement du statut social de la famille. Très lissé. Oui. D'où votre dernier ouvrage. Ah, donc, Bentoumert, ou Les derniers jours dévoilés, donc, qui a été publié aux éditions de La Croisée des Chemins. Donc, je montre à l'écran. Donc, dans ce livre, donc, vous relatez la chute de l'Empire almoravide à travers la vie de 3 princesses, donc des figures féminines qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans l'histoire et dans l'histoire officielle. Là aussi, c'est un parti pris que vous avez pris, parce que l'histoire en général, elle est racontée par les hommes et pour les hommes. Tout à fait. Et les femmes sont quasi inexistantes. Pourtant, il y a des grands noms qu'on connaît, enfin quelques-uns. Je suppose qu'il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas et qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire. Donc, quel était votre objectif, justement, en prenant ce parti pris? Pourquoi vous avez voulu regarder cet angle féminin? Et puis aussi, vous avez montré une image différente de Ibn Tumert qu'on ne connaissait pas, qui est un peu moins gentille, on va dire, officiellement. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Oui, donc déjà pour revenir à la question de l'histoire, elle ne représente à mon sens d'intérêt que dans son aptitude à dire autrement le présent, à essayer de le comprendre et puis idéalement à essayer de changer les choses positivement si on arrive, mais en tout cas à pousser à la réflexion. Et il se trouve que dans mon roman précédent, les historiques aussi, les manuscrits perdus, il était notamment question de l'intolérance catholique en péninsule ibérique et qui a poussé sur le chemin de l'exode un nombre incroyable de personnes. Et là, j'avais envie de parler de ce fanatisme aussi, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et toujours ce souci de sortir justement de ces visions un peu lissées, où les personnalités historiques, surtout d'envergure, sont tellement... sacralisées. Exactement, qu'on a l'impression qu'on a affaire à des anges, alors qu'au fait, il s'agit d'hommes et de femmes comme nous, avec leur part sombre et leur part lumineuse. Et il était important aussi de mettre l'accent sur ces éléments-là, et puis de mettre l'accent aussi sur la violence doctrinale qui a caractérisé le début du règne almohade. Donc pour revenir à la question féminine, oui, vous avez répondu vous-même. L'histoire est racontée par les hommes et pour les hommes, et donc les femmes sont les grandes absentes. Donc à partir du moment qu'une femme se saisit de cette sorte d'arme de pouvoir qui est la plume et qu'elle raconte l'histoire, je pense que c'est un minimum que de rendre justice à ces femmes qui ont joué un rôle de premier plan, qui ne sont pas juste des poupées mignonnes. En tout cas, vous leur rendez hommage, hein, parce que je rappelle que c'est un roman, hein. Oui. Donc c'est romancé, mais quand on lit l'ouvrage, ces femmes-là, les 3 princesses, font preuve davantage de courage, de dignité et d'honneur, qui sont des qualités en général qui sont pour les hommes, je veux dire. Sachant que c'est des personnalités qui ont réellement existé. Et c'est en ce sens que c'est passionnant. Parce qu'on a un personnage, par exemple, comme Fannou, la guerrière, princesse almoravide, qui a combattu les armes à la main, les Almohades, quand ils se sont saisis de la capitale impériale et quand ils sont rentrés dans la Casbah émirale, après un siège monstrueux. Donc elle a combattu les hommes, les armes à la main, elle était voilée du visage. Et c'est les Almohades, quand ils l'ont tuée, qui se sont rendus compte qu'ils ont combattu une femme. Et ça, c'est eux qui le racontent et leurs historiographes qui le racontent. Donc une femme guerrière, c'est quand même, au XIIe siècle, c'est quand même quelque chose. Un personnage comme Mimouna, qui a réellement existé et qui a négocié la libération des captives emmenée de Tazagort, qui est l'actuelle Zagora, à Tinmel. Un personnage comme Soura, qui est la princesse almoravide, la sœur de l'émir Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, et qui se retrouve harcelée, interpellée par Mohamed Ben Soumars, qui venait à peine de rentrer dans la ville, et qui frappe tellement fort sa monture, parce qu'elle n'est pas voilée, la princesse n'était pas voilée, que la princesse tombe à terre. Et c'est d'ailleurs la première scène du roman. Donc il y a ce désir aussi de coller à la réalité historique et aux faits historiques, mais bien sûr, c'est un petit peu romancé. Bien sûr. Mais là, vous touchez aussi du doigt quelque chose qui est très, très actuel aujourd'hui. Ce sont les libertés individuelles. C'est-à-dire venir imposer par la force, par les armes, une façon de croire. Et d'ailleurs, vous avez cité votre essai précédent, les manuscrits perdus, où on a obligé donc ces milliers de personnes à se convertir, puis on les a chassés pour des différences de religion. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté de conscience? Est-ce quelque chose qui vous
pour laquelle vous militez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que, voilà, on peut être pratiquant, on peut avoir la foi, pratiquer, mais en même temps respecter celle des autres, Bien sûr. qu'ils en aient ou pas. Donc, Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir su voir le lien qui existe entre les deux romans autour de cette thématique, sachant que c'est des aires géographiques différentes, des époques différentes, des personnages contrastés, totalement différents, parce que cette question, effectivement, me tient particulièrement à cœur et j'ai eu l'occasion de la traiter aussi parce que je suis très active sur les réseaux sociaux à chaque fois que j'en ai eu l'occasion et sous toutes les formes possibles, parce que il y a cette relation, au fait, extrêmement intime qui existe entre un individu et le créateur. Et il n'y a pas plus intime que ça comme relation. Or, cette relation, elle est investie par les politiques, par les religieux, par les moralistes, par les juristes, par les foules entières. Tout le monde s'en mêle. Et puis, quand on retourne finalement au texte sacré, au Coran, on va retrouver des choses écrites de manière claire et limpide. Quiconque le veut, qui croit, quiconque le veut, qu'il m'écroit. Et même un petit peu plus loin, c'est Dieu qui juge, au fait, dans l'au-delà. Et donc, il n'a délégué aucun représentant sur terre pour obliger les gens à croire de force. Même à plusieurs reprises, à travers les sourates du Coran, le prophète est un messager qui est chargé de transmettre le message et de le rappeler. À aucun cas d'obliger les gens à croire, encore une fois, ou à ne pas croire. Il n'y a qu'à voir une notion, par exemple, comme celle de la nia, qui est... c'est-à-dire la foi, en fait. Voilà, exactement, et qui est la puissance de l'intention qui précède n'importe quel acte religieux. Le genre a toujours été instrumentalisé quelque part. Et, comme vous dites, l'histoire est un éternel recommencement. Tout à fait, c'est exactement ça. Ce que nous vivons actuellement, on l'a peut-être déjà vécu, ça a déjà été le cas. Mais ça a toujours été le cas, que ce soit dans le monde musulman ou ailleurs. D'ailleurs, l'exemple par la question de la liberté de conscience en péninsule ibérique pendant la période de l'Inquisition. Donc c'est aussi un moyen d'exercer toutes les injustices possibles, et de quadriller aussi la société, comme ça se fait notamment dans l'ère musulmane, quadriller la société au nom de la prétendue défense de la religion. Alors revenons à aujourd'hui. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes très très active sur les réseaux sociaux et vous avez même été en fait à l'origine du fameux livre noir de la ville blanche en créant ce groupe qui s'appelle Save Casablanca, qui a, je ne sais plus, des centaines des milliers d'adhérents. Je ne sais pas. Oui. Et donc, vous avez été écoutée, vous avez été reçue. On vous appelle même la mairesse de cœur de Casablanca. Donc, quelles ont été les suites? Est-ce que les choses sont prises en charge? Comment va Casablanca? Au plus mal. Donc, ça n'a pas beaucoup changé encore. Ouais, c'est totalement en chantier, un peu partout. Non, franchement, oui, c'est effectivement, j'estime que chacun a un rôle à jouer à son humble niveau. Moi, je ne sais pas faire grand-chose à part écrire. Et puis, je me suis dit, bon, si je lançais un groupe qui servirait un peu de lanceur d'alerte, une manière de sensibiliser. Au fait, je ne fais pas de politique de manière directe, mais C'était ma question suivante. Voilà. Est-ce que vous allez faire de la politique à partir de ce rôle? Jamais, jamais. Même s'il paraît, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon. Mais voilà. Mais en fait, c'est de la politique avec un grand V. C'est pas de la politique politicienne. Hein. La politique, ça reste aussi ce que vous dites, c'est-à-dire on dénonce, on milite, on joue son rôle de citoyen. Exactement ça. C'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Moi, je fais de la politique sans le savoir. Voilà. Mais évidemment, à mon échelle, par la mobilisation aussi des énergies, par la volonté d'y croire, par la sensibilisation, tout un travail qui est fait au quotidien. Puis c'est un travail bénévole et qui me prend pratiquement, ne serait-ce que pour valider les postes, c'est 2 heures, 3 heures par jour. Et ça n'a pas l'air 7 jours sur 7. C'est une responsabilité aussi morale vis-à-vis de toutes ces personnes qui suivent le groupe et qui est très relayée aussi par les médias, ce qui nous aide énormément. Donc, nous sommes 2 co-administrateurs avec M. Ahmed Chitachni, qui est anthropologue, spécialiste en sociologie urbaine, qui vient d'écrire un livre d'ailleurs sur Casablanca. Et puis, j'avais eu l'idée de sortir ce livre, qui a été le livre noir de la ville blanche, qui a été diffusé gratuitement en format PDF, dans lequel j'ai élaboré, j'ai fait toute la structure et puis toutes les parties introductives, etc., mais qui est alimenté que par les doléances des membres du groupe, voilà. Et vous avez joué votre
votre rôle de secrétaire de rédaction. C'est ça, c'est exactement ça, avec des photos chocs, avec des... Et oui, on a été reçus par la nouvelle mairesse de Casablanca, qui est très avenante, qui a montré une bonne volonté. Mais bon, franchement, moi, ce n'est pas une question d'individu, il y a quelque chose peut-être dans le fonctionnement même, dans la répartition des responsabilités au sein même de la ville qui fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et justement, Casa n'aime pas beaucoup les femmes. Il y a beaucoup de harcèlement chez les femmes. Pourtant, les femmes, vous le dites vous-même, sont aujourd'hui partout présentes. Pourtant, les mentalités sont toujours là, elles sont toujours rétrogrades. Malgré l'avènement d'un nouveau code de la famille qui a accordé quelques droits, ça reste quand même aujourd'hui une situation criante d'injustice pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, sur le premier point soulevé par rapport au harcèlement des femmes à Casablanca, et je vous assure, les vrais bédaouis, sans vouloir faire dans le petit chauvinisme casablancais primaire, mais je vous assure, parce que moi, j'ai un côté, j'aime les choses authentiques, etc. Donc je vais me balader dans les endroits les plus authentiques de la ville, entre le Qre'a, Joutia, la vieille Médina, etc. Et je ne change rien à ma façon d'être, au fait. C'est pas parce que je vais en ville que je vais mettre une djellaba ou que non, c'est moi. Et franchement, vous n'en souffrez pas? Pas particulièrement, pas plus qu'ailleurs, disons. Et donc voilà, donc ça c'est juste pour une petite parenthèse. Après, bon, évidemment, il y a à boire et à manger parce que c'est une ville qui a reçu aussi des flots incroyables de population et dans laquelle aussi les gens ne s'identifient pas. Donc quand ils sont dans la rue, c'est tout permis, alors que c'est-à-dire l'espace public, en fait, au lieu d'appartenir à tous, en fait, il appartient à personne. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a du harcèlement et puis il y a aussi des femmes qui conduisent des bus, qui conduisent des taxis, qui sont dans tous les métiers. C'est elles qui très souvent subviennent aux besoins de familles d'hommes entières. Et je pense que ça fait partie des réalités aussi de notre société. Maintenant, comment faire pour continuer à lutter contre ces discriminations? Là, c'est un grand débat qui concerne la société civile. Et puis, mais est-ce que ça vous intéresse, vous, mon Hachem? Est-ce que vous vous sentez féministe, par exemple? C'est une question que je pose. Honnêtement, je me sens humaniste. Je me sens humaniste dans le sens de combat pour la mise en avant de valeurs humaines, de lutte contre les discriminations, qu'elles touchent les hommes ou les femmes de toute manière, mais en les nommant. Parce qu'il ne faut pas que ça soit noyé dans des masses de généralités sans affronter de manière directe et franche les choses. Des fois, il faut les nommer, les choses. Quand il s'agit de discrimination flagrante contre les femmes, il faut le dire. Je préfère rester justement dans cette logique un petit peu plus globale pour éviter tout risque d'essentialisation, notamment. Et puis, j'estime que, par exemple, sur certaines questions, par exemple, il y a un gros travail à faire sur les mentalités pour lutter justement contre ce racisme structurel. Oui, il y a la condition des femmes, mais au-delà, il y a un travail beaucoup plus global à faire à l'échelle de la société. Mais les mentalités sont très lentes à évoluer aussi. Très, très, très lentes, très, très lentes. Et là, je pense que, justement, il y a un travail de pédagogie à faire. Il y a pas seulement l'école, parce que quand on parle d'éducation, très souvent, pense à l'école en faveur des petits. Oui, c'est extrêmement important parce que c'est à cet âge que tout se fait, mais aussi les médias devraient pouvoir jouer leur rôle, pas seulement les médias publics, mais les autres médias qui nous abreuvent continuellement, je ne vais pas généraliser, mais disons que là encore, il y a un rôle éducatif à faire dans les productions audiovisuelles, productions culturelles, productions artistiques. Évidemment, ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que les fondations seraient autrement plus solides et plus durable. Donc que de vouloir changer. La notion d'égalité, la notion de respect, ce sont des valeurs en fait qui devraient être enseignées aussi bien à la maison qu'à l'école, qu'à la télé, donc partout pour que les mentalités puissent changer un peu plus rapidement. Tout à fait. Et puis sans préjugés aussi, par exemple, je me suis retrouvée dans des régions, je fais pas mal de randonnées en montagne, et je me suis retrouvée dans des régions, par exemple, où les filles ne sont pas scolarisées. Mais au fait, en interrogeant les gens et en restant un petit peu avec eux, on se rend compte qu'elles ne sont pas scolarisées parce que les parents sont arriérés ou parce qu'ils sont sexistes, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de toilettes à l'école, ou parce qu'il faut marcher 2 heures pour aller à l'école et qu'après, ils ne veulent pas laisser leurs filles marcher. Donc après, des fois, il y a C'est des parents comme les autres. C'est des parents comme des autres, voilà. Donc il y a des choses qui relèvent plus du politique, de la gestion politique, de la gestion économique, qui fait, donc, et pas forcément du sexisme primaire. Voilà.
Alors, cette émission s'appelle Horatz et je te remercie encore une fois, Bouna, d'avoir bien voulu participer. Donc, pour moi, c'est une question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que la liberté pour vous? Waouh. C'est grand. Pour l'écrivaine, pour la journaliste, Oui. la lectrice, la solitaire. Ben, disons que c'est un combat depuis qu'on sort du ventre de notre mère et qu'on pousse notre premier cri. Déjà, on manifeste notre révolte. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Et donc, c'est un combat de tous les jours hein, pour imposer ses choix, pour ses choix personnels, ses choix professionnels, qui ne sont pas forcément parfois du goût de tout le monde. Pour imposer sa façon d'être, tout simplement, sa façon de vivre. Et c'est une belle notion, clairement. Mais en toute lucidité, ça reste aussi tout relatif. Et ça reste un idéal, mais qui vaut tous les combats. Merci Mouna d'avoir bien voulu participer à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, passionnée d'histoire, mais pas que, de justice aussi, que vous êtes l'autrice, votre dernier ouvrage, donc Ben Soumertou, Les derniers jours dévoilés, qui vient de sortir aux éditions La Croisée des chemins. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir lors d'une prochaine parution. Merci beaucoup. En tout cas, merci encore. À très bientôt. À très Au revoir. bientôt. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la voir ou la revoir sur vos réseaux sociaux. Merci. Bonne continuation des programmes sur M24.